Bonjour, bonjour, merci de nous rejoindre sur RTI2, merci d'être toujours aussi fidèles et aussi nombreux à suivre ce programme. On garde le contact, on démarre tout de suite. Vous le savez, tous les vendredis, nous avons rendez-vous avec l'énergie positive, une bonne dose d'énergie positive et régénératrice, servie par M. Lawson, guérisseur pranique. Alors depuis 2 jeudis déjà, nous parlons de guérison pranique. On a parlé la semaine dernière de l'aura et de plein d'autres choses. Effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, on parlera donc de chakra, très important en ce qui concerne la guérison pranique. Comment soigner en guérison pranique. Tout à fait. Et puis, nous aurons également le grand plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau un champion, Monsieur Daouda Karaboué est des nôtres, champion de France à de nombreuses reprises, pardon. On ne pourra même pas dire combien de fois bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue sur le plateau. On parlera avec vous dans quelques instants. Et puis, en fin d'émission, nous aurons également rendez-vous avec Laetitia Monglé pour ses reportages. On démarre tout de suite avec énergie positive. Monsieur Lawson, rebonjour. Rebonjour, Madame Eva. Alors, on va parler de chakra aujourd'hui. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, on va commencer bien évidemment par définir les chakras. Merci toujours de nous donner la parole pour expliquer ce que c'est que la guérison pranique. Effectivement, la semaine passée, jeudi passé, nous avions expliqué ce que c'est que l'aura. Et nous avions parlé comment le corps physique que nous avions, au-delà du corps physique, il y a aussi le corps énergétique qui est communément appelé l'aura. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons parler des chakras. Et il est important de comprendre c'est quoi le chakra. Donc, les chakras sont des centres énergétiques qui sont dans notre corps. Ça veut dire quoi? Dans la guérison pranique, le guérisseur pranique soigne avec de l'énergie. Il est important de connaître le système anatomique du corps énergétique. C'est comme un médecin pour soigner, il doit comprendre tous les organes du corps. Dans la guérison pranique également, nous expliquons les chakras. Les chakras sont des centres énergétiques qui ont pour rôle de recevoir de l'énergie dans notre corps et de fournir de l'énergie à tous les organes du corps physique. Très bien. Alors, il y a plusieurs écoles sur le nombre de chakras qu'on aurait. En ce qui concerne la guérison pranique, combien de chakras vous avez déterminé? Ça, c'est une très bonne question. En guérison pranique, il est enseigné par l'enseignant Master Chokoksui. Master Chokoksui est le fondateur de la guérison pranique. Et il a révélé 11 chakras. Bien sûr, dans plusieurs livres, il a écrit l'existence de 7 chakras. Selon l'enseignant Master Chokoksui, c'est une vérité. Et la vérité est dynamique. Donc, ce qui est connu aujourd'hui, un jour peut être amélioré. Donc, il existe 11 chakras. Ces 11 chakras sont dans notre corps. Donc, si vous voulez, on peut expliquer. On peut les citer, tout à fait. Et les citer, c'est centre d'énergie. Donc, comme je le dis, dans le corps physique, il y a des organes. Dans le corps énergétique, il y a des centres d'énergie qui s'appellent les chakras, qui jouent un rôle d'absorption de l'énergie dans le corps et de renforcer le corps également. Nous avions d'abord le chakra de base. Le chakra de base qui se trouve à la base de la colonne vertébrale. D'accord. Ce centre d'énergie, quel est son rôle? Il fournit de l'énergie dans tout notre corps, tout ce qui est os, tous les muscles. C'est le chakra du squelette. Le chakra de base fournit de l'énergie à tous ces muscles. Donc, ce qui veut dire que si vous allez au village, je ne sais pas si quand vous allez au village, qu'est-ce que vous remarquez chez ceux qui sont âgés? Est-ce qu'ils sont droits ou bien ils sont un peu voûtés? C'est pas qu'au village, il y a des trucs partout. Okay. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Il y a pas que des vieux voûtés. Ok. Donc, cela signifie que le chakra de base, la base
est épuisé d'énergie. Et souvent, quel est le problème de ces personnes? Ils souffrent de quoi? Des rhumatismes, d'arthrose, d'arthrite. Donc, ce qui signifie que la base est épuisée d'énergie. Donc, chez nous, en guérison pranique, qu'est-ce qu'on fait? Il faut recharger le chakra de base. D'accord. Donc, le chakra de base aussi permet à la production du sang dans le corps. Ceux qui ont des problèmes d'anémie, par exemple, parce que le sang se produit dans la moelle des os. Donc, or, le sang de la base contrôle les muscles et il contrôle les os. Donc, il contrôle aussi la production du sang. Donc, il faut soigner le chakra de base pour ceux qui souffrent aussi de l'anémie. D'accord. Donc, après ça, vous avez le centre d'énergie, le chakra de sexe. D'accord. Le centre d'énergie, chakra de sexe, qui se trouve sur la zone pubienne, contrôle également tout l'organe de reproduction. Donc, tous ceux qui ont les problèmes liés à l'organe sexuel, il faut traiter le chakra de sexe. Il ne faut pas oublier quel est le rôle du chakra. Il absorbe le prana et il le fournit à l'organe qu'il contrôle. D'accord. Donc, tous ceux qui ont des problèmes de stérilité, problèmes de prostate, problèmes de faiblesse sexuelle, de MST, et MST, les enfants aussi qui, malgré leur âge, pissent au lit, parce que le chakra de sexe fonctionne mal. D'accord. Alors ça, c'est pour tout ce qui est maladie physique, on va dire. Alors pour tous ceux qui sont, comment dire, pour les vagabonds sexuels, ça c'est une très bonne question. Qui n'arrivent pas à contrôler donc leur chakra de sexe. Ça c'est une question. Est-ce qu'en rechargeant ou en diminuant, parce qu'apparemment il y aurait trop d'énergie, est-ce qu'on peut diminuer cette énergie de chakra? Ok, ça c'est une très bonne question. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une technique qui s'appelle la transmutation sexuelle. Ça veut dire quoi? Effectivement, ceux qui ont trop de pulsions sexuelles, que cette énergie est là. Mais quelle est leur intention? Il faut pouvoir l'utiliser. Mais or, il y a quelque chose qui est important. Le chakra de sexe est important, son énergie est aussi importante pour notre intelligence. Donc, il y a une technique qui est enseignée dans la formation. Comment transmuter cette énergie pour renforcer son développement intellectuel. Donc, ceux qui ont ce problème de pulsion sexuelle incontrôlée, il faut les inviter chez nous et on va les aider énormément. Vous aurez minimum 5 patients dès ce soir. Ah, c'est parfait. Nous sommes heureux de les avoir. D'accord. Après, donc, le chakra donc, de sexe. Chakra de nombril. Chakra de nombril. Au nombril, il contrôle tous les intestins. D'accord. Et aussi les gros intestins. Donc, tous ceux qui ont le problème de constipation, maux de ventre, problème de hémorroïdes, il faut traiter le chakra de nombril. Le chakra de nombril aussi est à soigner pour les femmes qui sont en travail d'accouchement. Donc, il faut traiter ce chakra de nombril également. D'accord. Donc, derrière le nombril, comme la ceinture, vous avez le chakra de Mengmen. Chakra de Mengmen. Ce chakra contrôle les reins. D'accord. Donc, les reins sont très importants. Donc, ceux qui ont le problème des reins, il faut traiter les reins et aussi traiter le centre de Mengmen. Le Mengmen aussi contrôle la pression sanguine. Pardon, on a des images donc. Oui, c'est ça. Voici les images les différents chakras. Des chakras qui se montrent. J'ai failli dire les différents chakras. Oui. C'est pas les différents chakras. Les différents chakras. D'accord. Donc, à la base, au niveau du coccyx, vous avez le chakra de base. On en a parlé en rouge, qui on voit. Et au niveau de la zone pubienne, sur le sexe, il y a le chakra de sexe à contrôler. Au niveau du nombril, il y a le chakra de nombril, en orange. Et derrière, le chakra de Mengmen. Le chakra de Mengmen, c'est ce qu'on vient de discuter. Donc, ceux qui souffrent de l'hypertension, il faut traiter aussi le chakra de Mengmen, ce qui est développé dans l'atelier de formation. Donc, après le Mengmen, vous avez le chakra de plexus solaire, qui se trouve au niveau du sternum. Au niveau du sternum, vous avez le chakra de plexus solaire. Il y en a en double, un antérieur et un postérieur. Donc, ce centre d'énergie contrôle le diaphragme. Il contrôle aussi le foie. Il contrôle aussi l'estomac. Donc, ceux qui ont le problème d'hépatite, de problème de cholestérol, il faut traiter le plexus solaire. Ça veut dire quoi? Souvent, quand on se nourrit des pensées, émotions, sentiments négatifs, c'est ce centre d'énergie, ce chakra, qui accumule ces pensées. Et souvent, quand on fait les bilans, on dit « Ah, tu as le cholestérol élevé », il dit « Ah, je ne mange pas trop gras, mais le cholestérol est élevé ». Mais quand on est trop stressé, et trop une mauvaise pensée, ce centre d'énergie qui contrôle ces organes
alimente ces organes des émotions et des énergies négatives qui, à la longue, apportent les maladies. Donc, le chakra de plexus solaire contrôle aussi le pancréas. Donc, ceux qui souffrent de problèmes de diabète aussi, il faut traiter ce chakra. Ce chakra de plexus solaire, donc il y en a deux. Hein. Il y en a un antérieur et un postérieur. Ensuite. Donc, après, vous avez le chakra de la rate, au niveau de la rate. Chakra splénique. Donc, ce chakra joue un rôle important. Vous voyez, nous avions dit que la guérison pranique est basée sur deux principes, l'auto-guérison et la force vitale. Donc, dans l'environnement, il y a ce qu'on appelle l'énergie, que nous appelons le prana. Donc, le prana, ou bien la force vitale, ce centre d'énergie absorbe ce prana et le distribue dans tout le corps. Vous allez voir que dans les pays où il neige, les gens ne sont pas assez dynamiques parce qu'il n'y a pas assez de prana, assez de vitalité pour les rendre actifs. Donc, en Afrique, où il y a beaucoup de soleil, où il y a beaucoup d'énergie, ce centre d'énergie absorbe beaucoup de prana et renforce le corps. Donc, c'est un chakra très important. Très important, le chakra de la rate. Le chakra de la rate. D'accord. Donc, il absorbe l'énergie et le diffuse dans tout le corps. D'accord. Après, vous avez le centre au niveau du cœur, au milieu entre la poitrine. Donc, ce centre d'énergie, le chakra du cœur, contrôle le cœur physique. Il contrôle aussi la glande qu'on appelle la glande de thymus. Ceux qui ont les maladies cardiaques, il faut traiter aussi le chakra du cœur que nous faisons sur ces patients. Donc, derrière le cœur, il y a aussi un centre du cœur postérieur. Donc, il y en a deux également, deux chakras de cœur. Deux également. Donc, ce centre contrôle les poumons et aussi le cœur antérieur. Donc, les poumons, ceux qui ont des problèmes de respiration, problèmes de pneumonie, il faut traiter ce chakra de cœur postérieur. D'accord. Petite question, parlons de ce chakra de cœur postérieur. Pour tous ceux qui sont fumeurs, par exemple, qui voudraient arrêter de fumer, est-ce qu'il y a moyen de les aider? Il y a énormément de moyens de les aider. Avec ce chakra? D'abord, ceux qui sont fumeurs, s'ils désirent, nous avions des traitements pour ceux qui sont dépendants à l'alcool et aussi à la cigarette. D'accord. Donc, il y a d'abord ce chakra qui est affecté et aussi le chakra de plexus solaire qui est affecté. Il faut nettoyer, comme on va expliquer tout à l'heure, les mauvaises énergies dans le chakra et après énergiser. D'accord. Donc, le chakra du cœur. Après le cœur, vous avez le chakra de gorge. C'est un chakra très important. Donc, c'est un chakra qui contrôle les glandes thyroïdes et parathyroïdes. Il contrôle aussi le larynx et aussi l'œsophage. Donc, tous ceux qui souffrent de problèmes de l'hyper ou bien l'hypothyroïdie, il faut traiter aussi le chakra de gorge. Il faut aussi rappeler que le chakra de gorge est lié aussi au chakra de sexe. Ça, c'est important. Quelle coïncidence. Ceci dit, ceux qui souffrent de problèmes de stérilité, il faut traiter aussi le chakra de gorge. D'accord. Donc, ceci est largement développé dans l'article de formation. Alors, est-ce que pour ceux qui, comme on dit chez nous, qui parlent mal, qui ont toujours tendance qui s'emportent tout de suite, etc., est-ce que ce chakra de gorge est affecté? Ok, d'abord, parler mal, c'est que parler de façon négative. Oui. Oui, c'est que d'abord, le chakra de gorge est malade et aussi le chakra de plexus solaire est malade. Il y a quelqu'un dans ce studio qui a son chakra de gorge. Ah, il faut le soigner. Juste après, donc, il faut le nettoyer pour enlever ces mauvaises énergies de négativité sur le chakra de gorge et aussi sur le plexus solaire. Est-ce qu'il peut être détruit, le chakra de gorge? Est-ce que le chakra peut être détruit? Non. D'accord. Le chakra est détruit si la personne est décédée. D'accord. Donc, après la gorge, vous avez le chakra de l'ajna, au milieu entre les deux yeux. De l'ajna? Oui, ajna. Donc, ce chakra contrôle les yeux. Ceux qui ont le problème des yeux oculaires, il faut traiter l'ajna. Il contrôle aussi le nez. Il contrôle aussi les glandes pituitaires. Donc, le chakra de l'ajna contrôle tous les autres chakras. D'accord. Il est le chakra maître. L'ajna contrôle aussi le système endocrinien. Donc, ceux qui souffrent le problème de cancer, l'ajna est affecté. Ceux qui ont aussi beaucoup de pensées négatives, le chakra de l'ajna aussi est affecté, qu'il faut nettoyer, qu'il faut soigner. Et le dernier chakra? Vous avez maintenant, c'est l'avant-dernier, il y a le chakra frontal. Au niveau du front, il contrôle le système nerveux et la glande pinéale. Donc, ceux qui ont le problème d'épilepsie, il faut soigner le chakra frontal. Après, vous avez le chakra coronal qui contrôle le système nerveux, le cerveau et la glande pinéale. Donc,
voici un peu ces chakras majeurs. Et il y a aussi des chakras mineurs et des mini-chakras. Donc, le mauvais fonctionnement de ces chakras entraîne des maladies dans le corps. Il ne faut pas oublier que la guérison pranique ne remplace pas la médecine moderne. Elle vient en complément. Il vient en complément. Ceux qui ont ces problèmes, qui ont le dysfonction dans leur chakra, ils viennent chez nous, on les soigne, mais ils peuvent continuer par prendre les médicaments et les deux ensemble. Ils doivent d'abord se rendre chez un médecin qui pose le diagnostic. Effectivement. Ils suivent un traitement médical. Effectivement. Et la médecine, et applique la guérison pranique aide à accélérer la guérison. Effectivement, aide à lui donner l'énergie nécessaire pour accélérer la guérison. Voici un peu les 11 chakras majeurs. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Lawson. On a parlé donc des 11 chakras majeurs. Alors, Monsieur Karaboué, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de chakras? Oui, bien sûr, puisqu'en fait, j'ai pratiqué un peu de shiatsu. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un sport? Non, le shiatsu, le tai chi, c'est un sport. Et le shiatsu, c'est une médecine asiatique c'est une médecine de pression, en fait. Et où on traite les organes par des points bien précis qui agissent directement sur les organes. Donc, j'en ai fait un petit peu. Très bien. C'est très bien. Donc, les points que vous appelez les points d'acupuncture, c'est la même chose que des points des chakras dans le corps. D'accord. Merci, Monsieur Lawson. Donc, comment les traiter? Oui, on en parlera la semaine prochaine. J'avais jamais entendu parler de ces points qui avaient de la gorge qui étaient reliés au chakra du sexe. C'est étonnant. C'est étonnant, comme vous dites. Merci beaucoup, Monsieur Lawson. La semaine prochaine, on parlera donc de guérison pranique. Là, on a parlé des généralités, on va dire, parce qu'il faut bien aborder le sujet. Et puis, on va entrer dans le vif du sujet. Comment soigner avec la guérison pranique de nombreuses pathologies telles que l'ulcère, le diabète et plein d'autres. La sinusite, l'asthme. Très bien. Merci. Et autres. Merci également. Bonne journée à vous et puis merci d'être passé sur ce plateau. Et on se dit à jeudi, Dieu voulant et surtout Dieu aidant. Merci. Elle vient de faire son entrée dans le studio. Elle sera avec nous dans quelques instants. Miss Manglé, Laetitia, qui a de très beaux reportages pour nous. Au moins, on n'en est pas encore là pour l'heure. On va recevoir Monsieur Daouda Karaboué juste après ce jingle, c'est culturel. Voilà, retour sur ce plateau. Nous sommes en compagnie donc de Monsieur Daouda Karaboué. Rebonjour. Bonjour. Alors, vous avez été jusqu'au 6 juin gardien de l'équipe nationale de handball français. Parfait. Alors, je vous dis, juste avant l'émission, j'avais tendance à dire handball. Vous me corrigez chaque fois. Là, c'est bon, c'est acquis handball. Alors, combien d'années au sein de l'équipe de France? De 2004 à 2012. 2004 à 2012. Pour parler de vous, vous naissez en Côte d'Ivoire, on ne dira pas l'année. Non, il n'y a aucun problème. En 1975, voilà. Et vous partez en France à l'âge de 10 ans. Très tôt, vous vous intéressez au sport. Et on s'est laissé dire que vous excelliez dans de nombreux sports, notamment le foot, le basket et le rugby. On va dire que j'ai testé en fait tous ces sports. J'ai toujours été un gamin qui aimait le sport. Donc, arrivé en France, les opportunités se sont présentées à moi. Donc oui, j'ai testé, sans vraiment trouver ma voie, à part le handball. Et pourquoi vous arrêtez sur le handball? Parce qu'à l'époque, quand j'étais à Cannes, je vivais dans un foyer d'enfants qui nous laissait les après-midi de libre. Et vu qu'à ce moment-là, je n'avais ni la pratique du foot, du basket et du rugby, il y avait un éducateur qui était dans ce foyer qui lui-même était entraîneur de handball dans la ville d'à côté. Il nous a proposé de venir nous entraîner et c'est comme ça que j'ai découvert ce sport, quoi. Depuis, j'y suis resté. Vous êtes resté, c'était à l'âge de 13 ans. 13 ans. Alors, vous passez par de nombreux clubs que vous allez citer. D'accord, ok. Donc, je commence la pratique du handball à Mandelieu. Mandelieu à la Poule, c'est sur la Côte d'Azur. Ensuite, à l'âge de 18 ans, je suis recruté par Montpellier qui est un club en première division. Et à Montpellier, j'y reste jusqu'en 2000, de 93 à 2000. Et c'est là où j'ai commencé à gagner mes premiers titres de champion de France et mes premières victoires au niveau de la D1. Donc à ce moment-là, je décide de partir, de tenter une nouvelle aventure. Je pars en Allemagne. L'Allemagne qui est le meilleur championnat au monde, que ce soit de handball, parfait, et que ce soit de handball ou de foot même d'ailleurs. Et donc j'arrive en Allemagne, j'ai fait 2 saisons, ça se passe plutôt bien. Et à partir
En fait, les clubs allemands ont souvent des problèmes financiers, ce qui fait que s'il y a un manque de budget, le club coule. Et à ce moment-là, je me suis dit que je préférais assurer les revenus pour ma famille et pour moi-même. Vous revenez à Montpellier? Non, en Suisse. En Suisse, pardon, partons en Suisse. En Suisse. 2 ans en Suisse, à Zurich, à Grasshoppers. Et ensuite, je reviens à Montpellier, en 2004. Alors, à l'entame de cette émission, j'ai dit que vous étiez multi champion de France, d'Europe même. Vous avez été 9 fois champion de France, 5 fois vainqueur de la Coupe de France, 4 fois vainqueur de la Coupe de la Ligue. Avec l'équipe de France, vous avez une médaille d'or au JO en Chine en 2008, une autre médaille d'or au JO au Royaume-Uni en 2012, médaillé de bronze au championnat du monde en 2005 en Tunisie, d'or au championnat du monde 2009 en Croatie, encore de l'or au championnat du monde 2011 en Suède, etc., des championnats d'Europe. Vraiment un palmarès très, très impressionnant. Quels sont on rappelle que vous êtes gardien. Je joue au poste de gardien. Vous avez essayé d'autres postes ou tout de suite Oui, bien sûr, j'ai essayé d'être sur le terrain. Et à l'époque, on était vraiment très mauvais. On avait une équipe qui prenait de vrais raclés. D'accord. Mais oui, c'est aussi ça qui te donne envie de tout gagner plus tard, quoi. Et on avait un gardien de but qui était vraiment pas bon non plus. Donc je l'ai remplacé et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à gagner les matchs. Donc depuis, je suis resté aussi dans les buts et j'ai trouvé ma voie, quoi. Et quelles sont les aptitudes les qualités que devrait avoir un bon gardien de but de handball? Il faut aimer jouer. Il faut aimer jouer avec les tireurs. Et puis il faut être hyper concentré, en fait. Voilà. Parce que l'attaque part, tu as des attaques qui arrivent au moins, on va dire, les attaques durent 30 secondes peut-être, 1 minute. Et pendant ce temps-là, dès que l'équipe repart en attaque, il faut quand même que tu puisses rester concentré de façon à ce que quand il y a une autre attaque, tu sois opérationnel, quoi. Et un match de handball, il dure combien de temps? 60 minutes. 60 minutes, il y a 7 joueurs. C'est ça. Ouais, vous avez été briefé un petit peu. Oui, non, même pas. Pour tout vous dire, j'ai joué quelques temps au collège. Pour toute ma carrière de handballeuse, j'ai marqué qu'un point, mais... Non, mais c'est pas mal, c'est déjà pas mal. J'ai apprécié, ma brève carrière n'a pas été très fructueuse, mais en tout cas, j'ai apprécié. Alors, on imagine que la vie de sportif de haut niveau comme vous a des exigences. Oui, bien sûr. Des contraintes même, on dira. C'est pas forcément des contraintes, puisque c'est un choix. Donc, c'est un choix qu'on fait pour pouvoir être performant. Donc, bien sûr, il y a l'hygiène de vie, il y a le rythme du sommeil qu'il faut respecter et puis faire attention à ce qu'on mange. Mais il faut surtout aller s'entraîner, quoi. Il faut surtout aller s'entraîner. Entraînement chaque jour? Oui, bien sûr. Combien d'heures par jour? 4 heures par jour. Donc 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Suivant les périodes de compétition, si on a 2 voire 3 matchs dans la semaine, c'est un seul entraînement, mais qui dure soit 1h30 ou 2 heures, quoi. Très bien. Alors quand on dit sportif de haut niveau, ça va forcément avec notoriété, avec donc célébrité, donc la vie de personne publique. Comment ça se passe? Il y a forcément des exigences et des contraintes également. Vous savez, c'est du handball, hein, ça reste du handball, on n'est pas encore, on n'a pas la même notoriété que les joueurs de foot, par exemple, que les joueurs de foot ou d'autres sports. Donc il faut vivre ça avec quand même, nous sommes tous, j'ai 2 bras, 2 jambes comme vous et ça ne nous empêche pas de sortir ou de faire la fête, etc. Bien sûr qu'on rencontre des gens qui nous reconnaissent et qui ont envie de faire des photos ou même de discuter un petit peu avec nous, mais tant que ça reste correct, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Alors vous êtes de nationalité française, mais vous êtes ivoirien d'origine. C'est ça, mais je me sens tout à fait aussi autant ivoirien que français. Justement, quels sont vos liens avec la Côte d'Ivoire? Est-ce que pendant votre carrière, parce que là je précise que vous avez mis fin à votre carrière depuis le 6 juin, donc à peine une semaine, vous êtes un jeune retraité. Ouais, ça va, ouais. Vous le vivez plutôt bien pour le moment. Oui, super. Mais c'est un choix aussi. Est-ce que pendant votre carrière, vous reveniez souvent en Côte d'Ivoire? Quels sont vos liens avec la Côte d'Ivoire? Depuis l'âge de 10 ans, je suis revenu chaque année en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai jamais voulu couper les ponts, quoi, puisque la Côte d'Ivoire, d'abord, c'est mes racines. Et puis, en fait, quand je revenais en Côte d'Ivoire chaque année, je me revoyais dans tous mes copains, les personnes que je voyais ici. Je retrouvais exactement ce que j'avais laissé. Et pour moi, c'était impossible de vivre à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et sans penser un jour à revenir. Très bien. Alors, que pensez-vous du handball ivoirien? Est-ce que vous suivez le handball ivoirien? Je le suis de loin, bien sûr. Mais
Non, c'est pas le handball ivoirien qui fait tant rire que ça. Non, du tout. Non, je le suis forcément, puisque c'est ma pratique. et donc, j'ai mon cousin qui, à une époque, faisait partie de la fédération, en tout cas qui a porté son aide à la fédération ivoirienne de handball. Donc, oui, je regarde un peu les résultats que fait la fédé et puis aussi le championnat. Est-ce que vous comptez justement vous impliquer dans cette fédération ? Être plus actif? Je le fais déjà depuis 2006 avec mon association. Donc, mon association soutenait la fédé. On a organisé des événements autour du handball. Et puis, bien sûr, on est aussi dans le social. Mais je continuerai à suivre ces activités-là, que ce soit avec la fédé ou en relation avec le ministère. D'accord. Alors, parlons justement de votre association, c'est DK Cœur Afrique. Donc, DK comme Daouda Karaboué. Cœur Afrique. Vous êtes dans le sport et également dans le social. Dans le sport, vous aidez vous venez de le dire, des clubs de handball, des clubs locaux. Des clubs ou des centres de formation aussi. Parce qu'il y a différents centres de formation. D'ailleurs, on vient d'organiser un camp là, il y a 2 jours où sont venus 150 gamins à peu près. Et puis il y a une journée où ils sont venus 300 gamins. Donc différents clubs et centres de formation viennent pendant les camps que nous organisons. Et on les initie au handball, on fait des manifestations handballistiques. D'accord. Également le social, on va en parler, le volet social. Vous aidez de nombreuses associations ou des orphelinats. On va citer entre autres l'orphelinat de Bingerville, le village SOS d'Abobo, la pouponnière d'Adjamé, mais c'est vraiment des structures parmi tant d'autres. Exactement. Ouais. En fait, au début, quand on a commencé à venir en Côte d'Ivoire avec l'association, on restait uniquement par rapport au handball et Bingerville, et l'orphelinat de Bingerville. Et au fur et à mesure, les demandes se sont fait grandes, il y a eu de plus en plus de demandes. Et donc, on apporte ce qu'on peut. Si on n'est pas dans le médical, on dira aux gens qu'on n'est pas dans le médical, mais ce qu'on peut apporter, on le fait. Très bien. En tout cas, merci d'être là. C'est un véritable plaisir pour nous de vous recevoir. Elle a fait son entrée, elle est installée. Laetitia, bonjour. Toute de rouge vêtue. Alors, Laetitia, Daouda, Laetitia, je fais Enchantée. C'est fait. Est-ce que tu as des questions à lui poser ou pas du tout? Non, aucune. Très bien. Alors, on va passer à présent à notre rubrique Monde Insolite. Je vais vous donner quelques infos insolites de partout dans le monde. C'est parti, jingle. Voilà, merci donc à Patricia Yeo qui est à la réalisation de cette émission. La première info, vous me direz ce que vous en pensez, c'est un employé de banque qui s'endort sur son clavier et qui fait un virement de 222 millions d'euros. On aurait bien aimé que ça nous arrive, alors il s'est endormi un instant en appuyant la touche 2 de son ordinateur et il a transformé un virement de 62 euros en 222 222 euros et 222 centimes. La banque s'est rendue assez tôt compte de l'erreur et ils ont porté plainte, ils ont licencié plutôt la supérieure hiérarchique de cet employé qui était censé vérifier toutes ces transactions. Et ils ont dit que c'était de sa faute à elle parce qu'elle aurait dû se rendre compte de l'erreur plus tôt. Elle a porté plainte au prud'homme et le tribunal, ça se passe en Allemagne, le tribunal a jugé abusif ce licenciement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je trouve aussi qu'il est abusif. Ouais. Même si c'est quand même une grosse somme, mais d'abord l'erreur est humaine et puis le boss ne peut pas surveiller non plus tous ces éléments. On imagine. Laetitia, tu aurais bien aimé que ça t'arrive, ce virement de 222 millions d'euros. J'arrive là tout à l'heure. Mais en fait, je voudrais dire que pour moi, je pense que ce n'est pas abusif parce que pour travailler à la banque, il faut être vraiment vigilant. Et si on t'a mis à ce poste, c'est vrai que tu n'as pas le don d'ambiguïté, mais quand même, si on t'a mis à ce poste, c'est qu'on estime que tu peux surveiller, c'est qu'on estime que tu peux faire le travail. Donc, c'est arrivé, on assume les conséquences. C'est pas un péché aussi de recevoir cet argent. En toute honnêteté, je n'allais pas le rendre. Voilà. La question ne s'est pas posée, la banque s'est rendue compte de l'erreur. Alors, la deuxième info, c'est l'élection de l'homme le plus moche du Zimbabwe, qui fait rage en ce moment. Le concours existe depuis 4 ans maintenant. Alors, les critères sont simples. Il faut tout simplement être laid et bien le vivre. Donc, l'année dernière, le gagnant, il s'appelle Williams Masvinou. Il avait 38 ans. Il était porteur dans un marché de Mbare. Donc, c'est
du côté du Zimbabwe. Il rêvait justement de gloire et de célébrité. Il a dit qu'il était toujours aussi pauvre. Alors les inscriptions et les présélections pour l'édition 2013 ont commencé. L'homme le plus laid du Zimbabwe sera connu en août prochain. Ah, je trouve ça débile. Il y a tellement de concours de beauté en même temps que c'est pas mauvais de faire une élection. On fait toujours la part belle aux personnes qui sont belles. Vraiment, le jury de ce concours est exclusivement composé de femmes. Donc c'est elle qui juge. C'est elle qui juge. Voilà. Alors on va finir avec... Non, on ne va pas finir, on a encore deux news. Alors ce sont deux infidèles. Déjà le premier, après une soirée arrosée avec sa maîtresse, il s'est endormi, ivre mort. Et il s'est réveillé avec le nom de sa maîtresse tatoué au cutter sur le bras. Ah ouais, oui, la maîtresse donc, a pris un couteau et elle s'appelait Dominique. Donc elle a gravé Dominique au couteau sur le bras de son amant. Donc il s'est réveillé avec le nom tatoué. Il a porté plainte et elle a été poursuivie pour blessure volontaire. Ça, c'est le prix à payer. Il devrait être sacrément fou quand même. Hein. Bah oui, pour se faire graver le nom comme ça dans le bras sans s'en rendre compte. Et puis la dernière information, c'est celle qui secoue en ce moment les réseaux sociaux, Internet, etc. Ça s'est passé à peine hier. Un homme dénoncé par une passagère donc sur Facebook. Alors l'histoire, c'est aux États-Unis pendant un voyage de 2 heures. Une passagère qui est excédée, exaspérée par son voisin qui ne cesse de se vanter de ses aventures extra-conjugales. Il parlait avec un ami à lui, donc il disait qu'il avait de nombreuses maîtresses, que sa femme était trop idiote pour s'en rendre compte, etc. Et la passagère, exaspérée, elle a pris une photo du passager et qu'elle a balancée sur Facebook en disant « Voilà, cet homme est en face de moi depuis 2 heures, il ne cesse de se vanter de ses incartades, etc. Donc si vous connaissez sa femme, veuillez l'informer. » Cette information a été repostée 270 000 fois en moins d'1 heure et en ce moment, c'est le buzz partout. Alors, ça pose la question en même temps de la diffamation, de la délation et puis même de l'utilisation des réseaux sociaux. Peut-être que cet homme-là aussi, c'était un moyen pour... C'était en dérangeant la femme avec ses exploits extra-conjugaux, peut-être qu'il cherchait aussi à se faire un nom. Il savait que ça allait arriver là. Comment? Non, je veux dire, on parle avec quelqu'un, comment imaginer que la personne en face prenne une photo, poste sur Facebook, etc. Mais si tu saoules la personne tout le temps, la personne va finir par trouver une... je sais pas, par faire quelque chose. Peut-être qu'il s'attendait plus ou moins à ça. Alors, Daouda, peut-être qu'il s'attendait plus ou moins à ça. Votre avis sur la question? Je pense que ce monsieur n'a pas été traité par la personne qui était juste en face de nous tout à l'heure, en face de moi tout à l'heure, qui traitait les chakras. Voilà, qui traitait les chakras, ils auraient dû penser à son chakra. Donc c'était le deuxième chakra qu'on ne citera pas ici. Vous l'aurez reconnu en tout cas. On va passer à présent à un reportage qui parle de pièces d'identité. Franchement, moi, ce reportage, juste avant, je ne savais pas que des pièces d'identité étaient retrouvées et rendues par des sourds et muets. Ça se passe du côté de Yopougon. On regarde. Retrouver les pièces d'identité égarées, un nouveau commerce qui se développe. Dans les communes d'Abobo, Adjamé et Yopougon, des sourds muets, vendeurs de pièces administratives perdues. Carte nationale d'identité, permis de conduire et autres pièces sont disposées en piles et par ordre alphabétique. Prix affiché 100 francs CFA pour être autorisé à chercher l'objet perdu dans ce tas de documents. S'il est retrouvé, il faudra débourser entre 1 000 francs et 5 000 francs CFA selon le type de document pour sa restitution. Et là, c'est un ouf de soulagement. On ne sait pas où trouver. Donc si on est venu fouiller par ici, qu'on a trouvé la pièce, c'est une bonne chose. Beaucoup par contre restent méfiants vis-à-vis de ces nouveaux commerçants. Les pièces retrouvées dans les rues comme ça, et c'est pas normal. Il y a des coins bien précis, les commissariats sont là pour les pièces. Bien sûr, on trouve le moyen pour retrouver sa pièce d'identité, mais c'est de l'escroquerie parce que quand eux ils demandent de l'argent, c'est pour que les gens puissent les aider. Donc nous aussi, quand on perd nos pièces d'identité, quand on vient, eux aussi doivent nous aider aussi à nous remettre les pièces sans demander quelque chose au retour. C'est à nous maintenant de faire un geste quand ils nous remettent nos pièces d'identité. Une méfiance qui pourrait être confortée par cet événement insolite. Un sourd-muet qui se met curieusement à parler. Tu as chanté Pierre, tu vas ramater matin à thème, à Marie, tu travailles, tu Pierre, tout partout, la folie t'a perdu. Un miracle pour d'autres, un dévoilement pour certains. On dit qu'il ne parle pas. Donc aujourd'hui, il a parlé sur caméra. Donc sinon, on ne savait pas. Des accusations que refutent les mises en cause. Ils ne sont pas complices avec les voleurs.
eux, ils vont à la recherche des pièces. Souvent, il y a les gens qui prennent, les gars collent sur les poteaux électriques. Il y a les passagers, souvent, dans les bacas, dans les taxis, bon, les gens oublient les pièces d'identité. Mais d'où proviennent ces pièces? Les sourds-muets affirment se ravitailler dans les gares, chez la population elle-même et au BOT, le bureau des objets trouvés. Direction Yopougon où se trouvent les locaux du BOT. Cette ONG travaille dans le domaine des pièces égarées. Là, les responsables démentent tout lien avec les sourds-muets. Les sourds-muets, nous ne travaillons pas avec eux. Les pièces ne rentrent pas parce que deux fois, eux-mêmes se déplacent, les gens ne les trouvent pas. Or, nous sommes sur place, nous avons des bureaux. De plus, l'activité des sourds-muets a des conséquences négatives sur le fonctionnement du BOT, confie cet autre responsable de l'organisation. Le BOT a été créé pour pouvoir rendre service à la population. Nous faisons du social. C'est un montant de 1000 francs. Quand vous payez, vous avez un reçu à l'appui. Si vous fouillez, vous avez vos pièces, vous les prenez. À part ça, vous ne payez rien. Si vous n'avez pas retrouvé, on est ensemble, vous avez un délai de 1 an avant de renouveler votre ticket. Nous sommes vraiment légaux. On a un agrément. On a un récépissé de dépôt, on a un statut et règlement intérieur et on a un bureau exécutif national. Les sourds-muets, c'est un danger. Depuis qu'ils sont là, ça ralentit les affaires. Les gens ne retrouvent pas leurs pièces, quand ils vont, c'est des bagarres. Il faut que toutes ces pièces-là se retrouvent dans un coin, ou bien même si ça ne peut pas rester au bureau du BOT, qu'on trouve un coin où on peut faire une transmission là-bas et puis les gens vont se diriger. Mais on a besoin de l'assistance du gouvernement. Commercialiser les pièces administratives égarées, si pour les sourds-muets, c'est une manière de se détourner de l'oisiveté et de la mendicité, ce type de prestation néanmoins devrait être réglementé et contrôlé pour éviter tout abus. Merci à Thomas Guessambi qui a réalisé donc ce reportage très intéressant. Moi, la première question que je me pose, c'est justement, et cette question a été soulevée dans le reportage, la complicité quand même. Parce que comment ils peuvent avoir une telle base de données, c'est des milliers de pièces qu'ils ont là. Ouais. Est-ce qu'on est amené à se demander est-ce qu'ils ne sont pas en complicité avec les voleurs finalement? C'est une question que je me pose. Qu'est-ce que vous en pensez? Une deuxième question, est-ce qu'ils sont vraiment des sourds-muets? Là, c'était marqué supposé sourd-muet et le sourd-muet a miraculeusement retrouvé la parole face à la caméra de Thomas Guessambi. Il faut dire aux gars qu'on peut sainement chercher l'argent. Ce n'est pas la peine de mentir sur un handicap ou un autre. S'ils ne sont pas sourds-muets, qu'ils parlent normalement, si la personne qui a retrouvé sa pièce ressent le besoin de leur donner quelque chose, elle le fait de façon volontaire, mais ce n'est pas la peine de mentir comme ça. Ça, c'était trop flagrant. Alors, il y a un prix pour fouiller donc, les pièces et tenter de retrouver la sienne. 100 francs. 100 francs pour fouiller. Et puis, si on retrouve, c'est 1000 francs pour récupérer ou... Je pense que bon, environ, j'ai pas... Je trouve que c'est quand même un peu exagéré. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça fait peut-être beaucoup. Mais après, c'est un moyen... Enfin, il vaut mieux peut-être faire ça que de faire d'être mendiant, par exemple, au bord de la route. Mais maintenant, c'est vrai que ça doit être une pratique qui doit être réglementée, je pense. D'autant plus qu'il existe, on l'a vu, un bureau des objets trouvés. Quoique ce bureau-là même ne soit pas très connu. Hein. C'est la première fois que j'entends parler. Il n'est pas très connu. Est-ce que on dit objet trouvé, est-ce que ça ne concerne que les pièces d'identité ou est-ce que si on perd un objet, on peut également se diriger vers eux? Non, eux, je pense qu'ils sont spécialisés dans les pièces d'identité. Toutes sortes de pièces, permis de conduire, carte consulaire, carte d'identité, toutes sortes de pièces. Les pièces administratives, donc on peut s'y rendre ça. Et c'est du côté de Yopougon. Hein. Du côté de Yopougon, oui. Mais les sourds-muets, on les retrouve aussi au rond-point d'Abobo. Au rond-point d'Abobo et puis effectivement, pardon, quelque chose de très étonnant, cette activité n'est tenue que par les sourds-muets à Abobo ou même là où le reportage a été fait. À Abobo des aussi, prétendus sourds-muets. Voilà, des supposés sourds-muets même. À Abobo aussi, ils disent qu'ils sont sourds-muets. Ils disent qu'ils sont sourds-muets. Moi, je dis que c'est une gang. Il doit y en avoir quand même, non? Voilà, c'est du vol déguisé. Ouais, franchement, donc, je pense que les autorités devraient se pencher sur cette activité qui m'a l'air, enfin qui peut être utile, mais en même temps, qui m'a l'air pas très suspect. Très suspecte même, je dirais. Très suspecte. Alors, on va parler également de lutte contre le tabac. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines à peine, le 4 juin, c'était bien ça. C'était la journée mondiale anti-tabac. Vous avez réalisé ce reportage qu'on va voir tout de suite. Et puis on en parle encore après. Pas grave. Dans quelques instants, donc, on aura le reportage. Alors, pour parler de tabagisme, on a parlé avec le président de l'association, de l'ONG, Jeunesse sans tabac. De plus en plus de jeunes fument et les gens fument de plus en plus jeunes. On regarde le reportage et on en reparle. Chiquer, mâcher, fumer ou inhaler,
Le tabac est aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'un des rares produits au monde qui tue un adulte sur 10. Et la cigarette reste la forme de consommation la plus répandue. De plus, elle contient 4000 substances nocives, dont la nicotine, qui rend le fumeur dépendant. En Côte d'Ivoire, le phénomène fait rage. 22,1% de la population sont des fumeurs actifs. Un chiffre de l'OMS qui évolue au fil du temps. Et pour traduire cela, les conséquences dévastatrices du tabac sur l'organisme humain. Le patient qui fume peut s'exposer à des infections respiratoires. Il y a aussi des complications à long terme qui vont détruire le poumon. Donc le cancer du poumon qui guette tout fumeur. Certains fumeurs semblent ignorer les dangers liés à la consommation abusive de la cigarette. Pour Ahmed et Siaka, qui sont de grands fumeurs, mettre fin à la cigarette ne serait pas impossible, mais plutôt difficile. Franchement dit, ça me fatigue. Mais je vais arrêter, je ne peux pas. Je ne sais pas comment je vais faire pour arrêter. La cigarette, ça dérange vraiment. Parce que souvent, quand tu dors même la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Ta poitrine te fait mal, bon, on n'a pas le choix, on fume. Comment cesser de dépendre de la cigarette? Aucun secret pour la médecine traditionnelle. L'exemple ici avec le docteur Vis-à-vis. Dès que tu es un grand fumeur et puis vous venez me voir, je te sers le médicament, ça, voici la petite bouteille que vous voyez là. Je remplis un, comme ça, et puis je te sers un petit verre de thé là, sur le champ. Dès la prise du médicament, le tabac te dégoûte sur place. Cet après-midi, son cabinet grouille de monde. Le tradit praticien d'origine béninoise est détenteur d'un produit à base de plantes qui, dès la première administration, enlèverait toute envie de fumer. Le remède anti-cigarette fait parler de lui. Des patients l'ont déjà expérimenté et ils sont aujourd'hui des hommes heureux. Moi, j'ai fumé pendant 35 ans. Quelqu'un m'a désigné monsieur le docteur Vis-à-vis. Je suis venu le contacter. Effectivement, il m'a donné des remèdes. Et puis bon, au bout d'une semaine, 2 semaines, j'ai pu arrêter de fumer parce que je fumais deux paquets par jour. Après avoir fumé pendant 15 ans, je suis tombé malade et je suis à l'hôpital, on m'a dit que je souffrais de la tuberculose. Je suis comme ça, je suis venu voir le docteur Vis-à-vis et il m'a soigné. Ousmane, un ancien drogué, doit aussi sa nouvelle vie au remède du docteur Vis-à-vis. Un de mes vieux pères au quartier qui me connaissait comme ça, qui a eu pitié, à chaque fois il me voyait sortir des maisons inachevées, en train de faire des trucs. À cause de la drogue, même, je n'arrivais même plus à exercer même mes petits boulots. Donc c'est lui qui a eu pitié de moi, il m'a confié, il m'a conseillé le docteur Vis-à-vis. En tout cas, il m'a donné son remède. C'était un seul verre de thé que j'ai bu. Et le même jour, j'ai arrêté de fumer. Se séparer de la cigarette, la médecine moderne a aussi fait des progrès en la matière. Nous, on apporte la nicotine à de faibles doses, mais à ce moment-là, le patient a la nicotine, mais n'a plus les autres éléments nocifs de la cigarette. Et progressivement, il arrive à se passer de la cigarette. Difficiles efforts à fournir pour se séparer de la cigarette, malgré la prise de conscience sur les dangers du tabagisme. Médecine traditionnelle et moderne apporte des solutions pour aider les fumeurs, mais le vrai miracle, le véritable médicament, résulte de la volonté personnelle du fumeur. Voilà. Elle a pris son commentaire. Alors, c'est vrai que on le dit, il n'y a que la volonté. Quand on décide d'arrêter de fumer, en tout cas pour la plupart des fumeurs qui ont arrêté de fumer, ils disent un matin, je me suis levé, j'ai dit, je ne fume plus et je m'y suis tenu. Donc, c'est déjà la volonté. Après, on peut avoir la volonté et un peu moins de... comment dire, ça peut être un peu plus compliqué. En ce moment-là, il y a le docteur Vis-à-vis qu'on a vu dans le reportage. Finalement, vous qui avez réalisé le reportage, est-ce qu'on a eu des témoignages, mais est-ce que ça marche? Est-ce que vous pouvez nous garantir le succès de ce traitement? Bon, sans vouloir faire la publicité du docteur Vis-à-vis, quand j'ai fait le reportage, j'ai eu une douzaine de témoignages. C'est parce que c'est par contrainte de temps que je n'ai pas pu tout faire passer. J'ai eu une douzaine de témoignages. Je n'étais toujours pas convaincue. Quand l'élément est passé un dimanche, le lundi qui a suivi, mon téléphone a sonné comme jamais il n'a sonné. Ah oui? Comme jamais il n'a sonné. Et j'ai accompagné des gens
chez le docteur Vis-à-vis toute la semaine durant. Et aujourd'hui, il y a des exemples. Même ici, au sein de la RTI, il y a des exemples. En tout cas, le nombre de fumeurs à la RTI a considérablement diminué. Alors, donc, il n'y a qu'un verre de thé à prendre. Et puis, là, on est dégoûté à vie de la cigarette. En tout cas, le constat est clair. Le docteur Vis-à-vis est faux. Mais le meilleur médicament, c'est la volonté. Comme le dit la chute de l'élément, c'est la volonté. De ne même pas commencer. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce traitement miraculeux? Je pense que c'est un vrai miracle, en fait. Parce que si ça réagit comme ça, c'est un vrai miracle. Au départ, je pense que pour arrêter la cigarette, il n'y a que la volonté. Il y a la volonté. D'abord la volonté. Mais ce monsieur sera bientôt milliardaire. Oui, mais parce que même si tu décides de te rendre chez docteur Vis-à-vis pour arrêter de fumer, ça veut dire déjà au préalable, il y a la volonté, déjà la volonté voilà, qui t'emmène chez docteur Vis-à-vis ensuite. Alors, je le disais, l'idéal serait de ne même pas fumer, mais selon certains sondages, les jeunes, en tout cas en Côte d'Ivoire, sont de plus en plus nombreux à fumer. Ils fument de plus en plus jeunes. On a des enfants de 9-10 ans qui fument, à l'insu de leurs parents. En tout cas, je l'espère. 7 ans même. Chez le docteur Vis-à-vis, j'en ai vu. 7 ans. Wow. Voilà. Et donc, pour cette tranche d'âge-là, c'est gratuit. 7 à 15 ans. Parce qu'il dit qu'il ne peut pas admettre que des mineurs fument. Voilà. Tout à fait. Alors, parmi les raisons, on s'est un peu renseigné. Alors, c'est juste pour faire comme les autres. C'est la première raison. Parce qu'on voit ses amis fumer pour se donner un genre. Par curiosité aussi. Par curiosité, oui. On se met à fumer et c'est très addictif, la cigarette. Ce serait plus addictif même que la cocaïne. C'est à cause de la nicotine qui fait partie des 4000 éléments nocifs. 4000 Oui, 4000 éléments nocifs qui se trouvent dans la cigarette. C'est la nicotine qui rend le fumeur dépendant. Voilà. Donc, de l'autre côté, à la médecine moderne, ils ont aussi leurs moyens, leurs techniques pour faire arrêter la cigarette. Patchs, voilà, des patchs, des chewing-gums à base de nicotine, mais qui ne contiennent pas tous les autres éléments. Donc le goudron notamment, le tabac, etc. Tout ça n'existe pas dans le patch, dans le chewing-gum qu'on donne au fumeur qui veut arrêter de fumer, mais il y a quand même la nicotine pour lui donner l'impression qu'il est en train de fumer. Voilà. D'ailleurs, pour parler de composants de cigarettes, je pense que 80%, sinon plus, des fumeurs ne savent même pas ce qu'ils fument. Ils ne savent même pas la composition, parce que quand on parle de 4000 éléments dans la cigarette, 4000 éléments nocifs, et la dernière fois, je regardais un reportage, notamment sur les cigarettes de contrebande, où on avait carrément des bouts de caoutchouc, des cigarettes trafiquées, il y avait des bouts de caoutchouc, du papier, pas mal Enfin, voilà. Donc, si vous nous regardez, abstenez-vous de fumer. On ne le dira jamais assez, la cigarette est très, très nocive pour la santé, et encore plus pour les fumeurs passifs. C'est l'occasion de revenir là-dessus parce que quand on fume, on inhale et on exhale la fumée, alors que le fumeur passif qui n'a rien demandé, qui est juste à côté, ne fait que recevoir involontairement. Voilà, et puis il ne peut pas rendre. Donc c'est beaucoup plus dangereux pour lui et surtout pour les enfants. Éviter de fumer en compagnie des enfants. C'était mon coup de gueule de la journée. Ce que je voulais relever aussi, c'est que de plus en plus de femmes fument en Côte d'Ivoire et les derniers chiffres révèlent que 16% des fumeurs sont des femmes en Côte d'Ivoire. Et la cigarette qui crée en plus des problèmes de stérilité. Oui, bien sûr. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est clair que c'est nocif, c'est tout. Très bien. Dernier reportage, c'est sur le travail des enfants. Oui. C'était la journée hier de lutte, la journée de lutte contre le travail des enfants hier. On regarde ce dernier reportage. Salimata est commerçante ambulante au marché d'Adjamé. La fillette âgée de 7 ans ne s'exprime qu'en malinké. Elle n'a jamais été scolarisée. Depuis l'âge de 3 ans, elle a été initiée à la vente de friandises. Elle dit que c'est à cause de problèmes d'argent, elle n'est pas partie à l'école. Parce que ses parents n'ont pas eu moyen pour la mettre à l'école. C'est à cause qu'elle est venue vendre ici. Elle dit qu'elle paye habits et puis elle paye les assiettes pour ça. Salimata n'est pas un cas isolé. En Côte d'Ivoire, 46 000 enfants sont employés pour des tâches domestiques ou commerciales. Certains d'entre eux travaillent pour garantir le quotidien de la famille. D'autres, par contre, c'est le cas du petit Paul, travaillent pour assurer leurs frais scolaires. Je vais à l'école d'habitude, mais aujourd'hui, comme je n'ai pas couru, je viens vendre l'eau pour aider mes parents, pour avoir l'argent pour payer scolarité pour aller à l'école. Comme aujourd'hui, je ne suis pas partie à l'école, je suis venue vendre un peu mes camarades. C'est maman qui fait tout ça pour me donner. Quand il me vend là, il la donne l'argent. Je vais faire ce qu'on peut faire. Le 12 juin de chaque année, le monde entier lutte contre le travail des enfants. Et l'Afrique demeure le continent le plus touché par le phénomène, avec 80 millions d'enfants au travail. En Côte d'Ivoire, des efforts sont faits pour abolir le travail des enfants.
notamment l'adoption d'une loi portant sur l'interdiction du travail des enfants. Voilà, Laetitia Monglé encore qui signe ce reportage sur le travail des enfants. C'est encore très très présent dans notre société. Donc, malheureusement, je pense que tout le monde en passant voit ces petits garçons qui sont au feu tricolore, en train de vendre des mouchoirs en papier, vendre de l'eau, des petites filles également. Il est temps d'interpeller les parents sur cette situation. Un enfant n'est pas fait pour travailler, un enfant doit aller à l'école, s'instruire et vivre son enfance. Franchement. La petite me confiait, comme je l'ai dit, elle parle en malinké, elle me confiait qu'elle a toujours rêvé. Malinké? Non, ça a été interprété. D'accord. Elle me confiait qu'elle a toujours voulu aller à l'école comme les autres, mais à un moment donné, sa maman lui a fait comprendre qu'elle n'avait pas d'argent, donc il fallait qu'elle fasse comme tous les en griffe, tous les bons petits du là, il fallait qu'elle s'initie au commerce. Et c'est comme ça que ça fait 4 ans. Elle vend des friandises et elle me dit que sa maman prépare son mariage petit à petit. Elle paye des assiettes, des pagnes pour garder. De la petite? Non. Oui. Elle paye des assiettes et des pagnes pour garder. Comme ça, le jour où elle intègre son foyer, elle n'a aucun souci. Voilà. Donc c'était vraiment triste, mais c'est la réalité. Alors vous disiez que dans le reportage, en tout cas, que la majorité des enfants qui travaillent sont en Afrique. Et il faisait remarquer très justement que l'Asie n'est pas loin derrière. Hein, parce que les petits pense même qu'elle est Chinois, même devant. Pour moi, je considère que l'Asie est même devant, sauf que l'Asie travaille, enfin ces gamins-là travaillent pour des grosses sociétés. Donc, toujours est-il que c'est le travail des enfants, même si c'est pour des grosses... Oui, justement, donc c'est moins dénoncé en fait. C'est moins dénoncé, c'est ça que je veux dire. C'est que là, par contre, c'est accepté. C'est moins dénoncé. Toléré. Oui, toléré. Mais Eva, on parle des enfants qui font le commerce sur la route, mais il y a des enfants qui sont aussi employés comme personnel de maison, mais vraiment, c'est dangereux. J'ai une voisine, il y a une petite qui vient d'arriver, ça fait 2 semaines, elle a fait venir Doumé, mais elle frappe la petite à longueur de journée. La petite se lève à 12 ans, 5 heures du matin. En plus, je pense qu'il faut être complètement inconscient pour confier sa maison à un enfant de 12 ans. Parce que souvent, ces petites filles-là sont là, elles servent de garde d'enfants, elles font à manger. Il faut être complètement inconscient pour laisser sa maison à un enfant de 12 ans. C'est de la bêtise. Ici, comme elle ne demande pas beaucoup d'argent, ou alors les parents même cherchent à ce que les enfants viennent en ville, non, on se débarrasse pratiquement. Et c'est vraiment une aubaine, quoi. On les utilise, on ne les paye pas. On se dit, elle utilise mon eau pour se laver, elle mange à la maison, elle dort chez moi, c'est l'essentiel. Et puis les enfants sont malmenés comme ça tout le temps. Je pense qu'il y a des structures au niveau du ministère qui s'en occupent. Donc si vous avez des cas de votre entourage, même au commissariat, vous pouvez les dénoncer. Bien sûr. Et puis, mais également dans le reportage, on a vu des petits garçons qui sont scolarisés, eux, mais qui font des petits métiers pour aider les parents. Voilà, ça aussi c'est un autre point de ce sujet-là. Eux, ils vont à l'école les mercredis, comme il n'y a pas cours, ou alors pendant les vacances carrément, ils font des petits commerces pour être sûrs que l'année prochaine, ils iront à l'école. Voilà, pour aider un peu les parents financièrement, qui ne sont pas toujours forcément nantis. Et à côté de ça, il y a également ces petits garçons, et petits garçons et une petite fille, c'est là-dessus que nous allons terminer, qui sont au feu tricolore, qui aussi entre petit métier et mendicité. Parce qu'ils vous proposent un produit, quand vous refusez de l'acheter, ils passent à la mendicité. C'est une double casquette en fait. Mendicité un peu voilée parce qu'ils vont t'aborder. Tantôt, il y a Lotus. On ne fait pas de publicité, si tu as de la maison. Oh, désolé. Donc il y a des mouchoirs en papier. Oui, il y a des mouchoirs en papier. Quand tu refuses, il faut me faire plaisir, tu es touché. Moi, ça me c'est là. Non, franchement, j'ai un cœur de pierre. Ils ont une manière de dire ça touche en même temps, c'est que tu n'es pas. Et ils débitent leur prière, que tu ne sois jamais malheureux. Moi, je fais des litanies comme ça à l'appel. Donc, franchement, c'est pas un exploit. Voilà, c'est ici qu'on va mettre fin à notre émission. Je ne sais pas, Daouda, une conclusion, un mot pour finir? Non, enfin, j'aimerais par contre parler de ce sujet. Je pense que c'est une pratique, on sait qu'elle existe déjà depuis longtemps, quoi. Donc tout le monde est au courant, on sait très bien que ça se passe, que souvent la famille au village envoie les petits en ville. Et souvent on fait croire même aux parents qu'on va scolariser les enfants. Ouais, et ils se retrouvent à travailler. C'est un peu comme si on se montait à nous-mêmes, quoi. Donc à un moment donné, il faut que les responsables, nos responsables prennent les choses en main. Leurs responsabilités justement, et puis... Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir invité. On rappelle que vous êtes le président de DECA Cœur Afrique. C'est une ONG, on va dire. C'est une association. C'est une association. Ouais. D'accord.
À but non lucratif. À but non lucratif, donc qui s'occupe de sport et également qui travaille dans le social. Et puis nous avions l'excellente Laetitia Mongli sur ce plateau qui nous commentait ces reportages. Et puis en début d'émission, nous étions en compagnie de M. Lawson qui nous parlait de chakra et de guérison pranique. On va se dire au revoir. Moi, je serai très heureuse de vous retrouver dès demain, 13h15, pour un autre numéro. On garde le contact. Prenez soin de vous et des autres. Au revoir.